Bonjour et bienvenue au Ultralala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Aujourd'hui, comme invité, on parle avec quelqu'un qui était chanceux à la loterie cette année, Vincent Gauthier, bienvenue. Merci de me recevoir. On est super content de t'avoir avec nous pour jaser de course aujourd'hui. Ben, c'est sûr, quand on parle de loterie, on parle de la Western State. Western States, oui, effectivement. Donc, moi, ça faisait en fait ma 6e année dans le processus de loterie. OK. Ce qu'il faut comprendre de la loterie du Western States, c'est qu'il faut se qualifier chaque année, en fait, en faisant une course de 100 km dans un certain temps ou en complétant une liste de 100 000 dans la liste fournie par le Western States. OK. Donc, moi, j'ai commencé le processus de loterie du Western States en 2014. Quand même, hein? Oui, donc c'est ça. Puis il y a eu une année où j'ai pas réussi à me qualifier, qui était en fait 2018. Donc on a le droit de prendre une fois, puis ils ont instauré ça en 2018. Ils appellent ça le One Year Buy. On a le droit de prendre une année de Comme une pause, année sabbatique. une année de sabbatique de la loterie, mais une seule fois dans le processus. OK. Et là, en fait, cette année, j'ai été après 5 ans dans la loterie, dont une année de pause. Là, Ouais. donc, là, j'ai été finalement pigé là, pour cette course-là. Donc, ça s'en vient le 27 juin prochain. 27 juin. C'est une très belle date. C'est très proche de ma fête, c'est pour ça que je dis ça. Puis, Mais c'est ça, 5 ans, c'est quand même rapide. La plupart du monde, ils attendent quand même plus longtemps que ça, je pense. Il y en a qui vont être pigés la première année. Sébastien Saint-Hilaire avait été, un autre Québécois, avait été pigé, lui, la première année. En fait, c'était son premier 100 000 aussi. Il s'était qualifié là, avec un 100 km. Il y a Nicolas Guayasamine aussi, un autre Québécois, qui lui avait été pigé à sa 2e année. OK. Fait que si on regarde, là, c'est sûr que statistiquement parlant, la 5e année, là, c'est une courbe statistique, c'est pas mal là où ça se passe. Il y en a qui se sont rendus jusqu'à leur 8e année dans la loterie. Là. Assez qu'il y a beaucoup de questionnements à savoir s'ils vont garder le même processus, parce qu'à chaque année, il y a de plus en plus de coureurs qui s'inscrivent à cette course-là. Puis, dans le fond, il y a 7000 coureurs pour 260 places qui tirent à la loterie. Énorme. Fait que c'est certain que les chances sont relativement minces. Moi, après 5 ans, là, ils calculaient soit d'être pigé dans les 250 ou dans les 50 de la liste d'attente. Ils calculaient ça à 18,5 % de chance, ce qui est relativement mince. Non, c'est c'est mieux que le 6,49, mais pas tant. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'efforts pour pouvoir se rendre juste pour mettre ton nom dans le baril. Là. Fait que c'est... Effectivement. En fait, moi, la première course que j'ai faite pour me qualifier, en fait, c'était Oil Creek en 2014, qui est un 100 000 en Pennsylvanie. Après ça, l'année suivante, en 2015, j'ai fait le Vermont 100. En 2016, du côté du Nevada, j'ai fait le Tahoe Rim Trail, qui est une super belle course là, en bordure du lac Tahoe. Après ça, l'année suivante, 2017, j'ai fait Zion dans le Utah, qui est un peu là, une course, là, pas comme on connaît ici, vraiment climat désertique. Là. Ici, on connaît souvent ils appellent ça en anglais des green tunnels. On est tout le temps dans la forêt. Là. Là-bas, c'est vraiment des paysannes. Très, très belle course. Comme je vous l'ai dit, en 2018, j'ai pas réussi à me qualifier. Et 2019, j'ai fait un 100 km qui s'appelle Twisted Branch, qui est dans l'État de New York, là, dans la région des Finger Lakes. Fait que c'est avec cette course-là que j'ai réussi à me qualifier. Fait que... Puis, dans le fond, là, tu as utilisé ton espèce de leap year l'année 2018. Puis, si jamais, mettons, tu n'avais pas réussi en 2019, j'essaie de comprendre le processus qui est un petit peu nébuleux pour moi. C'est que dans le fond, tu aurais perdu comme tout ce que tu avais accumulé. J'aurais perdu toutes mes chances, j'aurais reparti à zéro. Comme à zéro. OK. Fait que c'est de là, une fois que tu prends ton one-year buy, de là l'importance de planifier plus qu'une course de qualification. En 2019, ma première course de qualification, c'était Massa Newton, un 100 000 que j'ai pas complété. Mais là, je savais que j'avais aussi une deuxième chance de me reprendre avec le 100 km de Twisted Branch. Là, qu'on devait compléter en 19 heures. Le cut-off total de cette course-là était de 20 heures. Moi, je pense que je l'ai fait en 17h30, mais j'avais suffisamment de temps. Fait que,
Très belle course en passant, là, vraiment bien organisée. Okay. Puis 4h30 de route de Montréal. Donc Okay, ça, c'est quand tout le même temps bien, le fun. Mais c'est ça que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de courses qu'on connaît pas tant dans le nord des États-Unis qui se font super bien, comme d'ici. Puis que, dans le fond, c'est facile d'y aller. Il y a tellement de belles places à faire, juste comme en auto, que tu n'as pas besoin de te déplacer en avion ou tout. Là. C'est vraiment, tu sais, plus je jase avec du monde, plus je me rends compte que c'est bien plus répandu que ce que je pensais. Il y a Non, c'est instauré aux États-Unis depuis très longtemps. Oui, les 100 mètres, c'est comme nouveau pour nous autres, un peu au Québec. Là. C'est que, ah non, c'est super le fun. Mais, tu sais, comment tu as vécu la journée que tu as su que tu étais pigé? En fait, j'organisais un lottery party chez moi. Okay. J'ai invité plusieurs coureurs, puis je l'avais fait, pas en 2018 parce que je n'étais pas dans la loterie, mais en 2017, j'avais reçu aussi des coureurs chez moi. Puis en fait, le principe, c'est que le monde arrivait chez nous, on allait faire un petit 10 km dans le quartier. Après ça, on faisait un potluck, chacun amenait un plat. Puis moi, je mettais, là, je diffusais la loterie là, qui est diffusée, en fait, là, sur Internet. Je la branchais sur la télévision avec un câble HDMI. On buvait de la bière. L'ambiance était à la fête. Cool. Mais là, c'est sûr que quand mon nom était pigé, en fait, je regardais même pas la télévision. On jasait. Puis là... Kathleen, qui est une coureuse, une amie là, qui était chez moi à ce moment-là, elle a dit Vincent, tu regardes la télé, tu viens d'être pigé. Mais là, moi, j'avais prévu aussi une tournée de shooter s'il y en a un de nous qui était pigé, là, tournée de Fireball, un petit whisky à la cannelle. Fait que c'est certain qu'on a trinqué. Là, vous avez fêté ça. On a fêté ça, effectivement, comme il se doit. Mais non, c'est sûr que j'étais vraiment content, là, surtout après autant d'années. Là, à un moment donné, j'y croyais presque plus. Puis je me dis, les chances demeurent minces quand même, mais... Ouais, chaque année devient une déception parce que t'es pas pigé. Il va dire, ça va cette année, ça va-tu de mon tour ou pas? Puis c'est de planifier après ta saison par rapport à ça aussi. Oui. En fait, donc moi, j'ai une course là, très, très, très bientôt. Là, en fait, dans 6 jours, vendredi prochain. En fait, mercredi, je m'envole pour le Tennessee, Chattanooga 100, en fait, qui est un 100 000. C'est une course que j'ai planifiée depuis 1 an. Là. Moi, je suis en congé. Là, c'est la semaine de relâche. Je suis le directeur adjoint moi, dans une école secondaire. Donc, c'était facile pour moi de prendre congé parce que je prends déjà congé. Fait que j'ai cette course-là de prévue, donc qui est vendredi et samedi, un 100 000 avec 2500 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas tant que ça quand même. Un parcours peu technique, mais c'est un aller-retour qui part de Chattanooga, qui se rend jusqu'en Georgie, jusqu'à un state park qui s'appelle Cloudland Canyon, qui est comme un canyon, là, vraiment un beau... Ce qui est de valeur, c'est qu'on va arriver dans le canyon pendant la nuit. Fait qu'on risque de ne pas voir beaucoup les paysages, mais on passe aussi sur les champs de bataille de Chattanooga où il y a eu la guerre de sécession. Il y a quand même un petit volet historique aussi. Fait que je m'en vais là avec d'autres coureurs québécois, là, Éric Megui, Alexandre Benoît, Guy Brouillette. Fait qu'on est un petit groupe à y aller. Fait que... Puis la température a de l'air de quoi au Tennessee? Ben là, il annonce beaucoup de pluie en début de semaine. Ça risque d'être boueux, mais... Côté de température, il annonce comme 15 degrés là, le jour, puis 2 degrés pendant la nuit, ce qui est comparable à des courses qu'on a ici à l'automne. Fait que ça va être confortable, là, surtout versus un -20 ce matin, je suis allé courir. Là, un petit 8 km, là, c'était pas chaud. Mais non, fait que je pense que ça va être une belle température. Il annonce pas de pluie là, jusqu'à présent, on touche du bois, mais... Puis après ça, il y a le Western States 27-28 juin. En fait, moi, j'y vais avec ma conjointe qui court aussi. Elle va me pacer là, sur le dernier 60 km. Mon père aussi, il vient avec moi là, pour faire mon crew. Fait que toute la logistique est déjà planifiée. J'ai déjà loué voiture de location. J'ai déjà loué un petit condo là, près du lac Tahoe pour les 2-3 jours avant la course. J'arrive le mercredi, la course part le samedi. Fait que ça va être une belle expérience. Parce que ce genre de course-là, c'est quand même très chaud comme température. Côté hiver, comment tu t'entraînes pour être capable de performer malgré le froid, la différence de 30-40 degrés d'ici? C'est sûr que, comme le Western States, c'est au mois de juin, au niveau de l'acclimatation en chaleur, ça me donne du temps encore. C'est sûr que moi, dans ma routine d'entraînement, là, ça fait plusieurs semaines que j'en ai pas fait, mais je fais du hot yoga 1 fois par semaine. Là, fait que déjà, j'ai quand même un aspect acclimatation à la chaleur à ce niveau-là. Puis je prévois aussi faire des séances en sauna, là, peut-être un protocole là, d'acclimatation à chaleur 6 à 8 semaines avant la course. Là.
Parce que souvent, c'est ça qu'on entend parler à la Western State, la chaleur qui devient comme... Parce qu'elle est quand même, tu sais, tôt pour nous en saison, pour la chaleur. Tu sais, une course qui a lieu au mois d'août, on a eu plus de temps de s'entraîner à la chaleur qu'une course fin juin. Ça se peut comme des années comme l'année où il a fait si chaud à Ottawa que la chaleur arrive de bonne heure, mais l'année passée, elle n'a pas arrivé si de bonne heure que ça. Donc, tu sais, comme pour nous, c'est un peu plus un enjeu que ceux qui habitent plus dans le sud, là. Mais non, c'est ça. J'avais entendu parler de protocole de sauna, puis comment, en fond, tu cours dans un sauna? Tu fais juste rester dans le sauna. Au début, ça va être en 10 minutes, puis éventuellement, peut-être jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Là, dans le fond, le but, c'est que ton corps s'acclimate à la chaleur sans nécessairement que tu fasses une activité physique là, dans le sauna. Le deuxième facteur, Western States, c'est... oui, il y a quand même un certain dénivelé positif, 5500 mètres environ, mais il y a un 7000 mètres de dénivelé négatif. C'est un parcours dont la pente principale là, est en descente. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est un défi. Défi au niveau des quads. On sait que des courses en descente, là, surtout en fin de course, là, ça peut être particulièrement douloureux. Un casse-jambe. Ouais. Fait que je pense que ça et la chaleur, c'est pas mal les deux facteurs, mais... Mais est-ce que le fait que justement ton support crew peut te suivre souvent à très peu de distance, c'est vraiment une belle course pour ça? Je pense qu'il y a 21 ravitaux au total là, pendant la course. Fait que, puis il y en a quand même, de mémoire, peut-être un 7-8 où le crew a accès. Ouais. Puis le Western States, eux autres, ils prévoient le coût pour la chaleur. Je pense qu'ils commandent à chaque année, c'est 8000 litres de glace dans les ravitaillements. Puis je pense qu'il y a plus de 2000 bénévoles. Là. Il y a une section au 1075 où on traverse une rivière, juste cette station de ravitaillement-là. Je pense qu'il y a 150 personnes, là, incluant la personne qui est dans le radeau. Les années où le niveau d'eau est trop haut, on traverse avec un radeau. On met une veste de flottaison, ils nous font traverser la rivière. Puis les années où le niveau d'eau est plus bas, il y a une corde, fait qu'on traverse là, en passant directement dans la rivière. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. Mais au-delà de ça, il y a il y a l'aspect mythique, historique du Western States où c'est considéré un peu comme le berceau du 100 000 aux États-Unis. Là. C'est une course qui fait rêver. Là. C'est, les vidéos, nous autres, on en a regardé beaucoup. Puis c'est vraiment comme la course que t'as, comme dans ta petite boîte que tu veux faire un moment donné, là. Ouais, dans la bucket list de beaucoup de monde. Là. Ouais. C'est pour ça que c'est dur d'y aller. C'est pour ça que c'est dur d'y aller aussi, là. C'est que, dans le fond, ça va être ton père puis ta conjointe qui vont être, dans le fond, ton support crew, pacer pendant ta course. Ouais. C'est que, dans le fond, ça, c'est tout arrangé. Puis, est-ce que ça a déjà été, dans le fond, tes pacers puis tes support crew dans d'autres courses? Est-ce que vous avez déjà, comme, jasé de ça ou... Oui, mon père, en fait, moi, j'ai fait 2 fois le Vermont 100, 100 000 au Vermont, qui est plus une course, on peut dire de trail, mais c'est plus des routes de terre, en fait. Puis mon père, à 2 occasions, là, il avait été mon crew là-bas, fait qu'il a déjà vécu l'expérience. Puis mes parents avaient été aussi mon crew au Eastern States, qui est une autre course de 100 000 là, en Pennsylvanie. Ma conjointe, elle m'a accompagné dans plusieurs courses, puis elle m'a déjà pacé dans un 100 000 au lac Tahoe, là, sur le dernier 30 km. Fait qu'ils ont déjà quand même de l'expérience à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on va avoir des rencontres, puis c'est sûr qu'il y a une planification là, qui va se faire là, avant la course. Là, c'est ça, on s'assoit tout le temps un peu aussi avant pour comme mettre les balises. Ouais, c'est pas quand t'es fatigué que c'est le temps de jaser. Ça, là, faudrait pas faire ça. Non. C'est pas le temps de changer d'idée. C'est le genre de choses qu'il faut que tu aies planifié à l'avance. Ouais. Mais après d'avoir fait ça, c'est comme le Super Bowl de la course. On a-tu d'autres projets d'envergure ou comment tu veux vivre après? C'est sûr que moi, il y a beaucoup d'autres courses que je veux faire, mais le fait de se qualifier année après année pour le Western States, il y a comme une obligation aussi de planifier son calendrier de course en fonction des courses qualificatives. T'es comme un peu... à la merci. T'es comme un peu prisonnier du système de loterie, du processus, dans le fond, année après année, tandis que quand ça va être fini... Mais là, j'aurais pas besoin de dire je planifie mon année là, en fonction d'une course de qualification ou non. Je vais pouvoir aller faire peut-être des courses que. Il y a des courses que j'ai pas complétées. Moi, j'ai complété en fait 7 courses de 100 000, mais j'en ai peut-être l'équivalent que j'ai pas complété pour toutes sortes de raisons. Puis c'est certain que quand on complète pas une course, on a comme
En anglais, ils utilisent l'expression unfinished business. Là. Ouais. Moi, dans Bromont, là, moi, je suis reconnu. Là, j'ai 4 abandons consécutifs sur le 100 000 à Bromont pour blessures. L'année passée, problème d'estomac, défaillance aussi au niveau mental. Donc, ma 3e course de la saison, c'est Bromont. Je retourne là, pour une 5e année consécutive là, sur le 100 000. Mais côté mental, comment tu t'arrives à une course que justement qui est ta course qui fonctionne jamais? Comment mentalement tu te prépares pour ça? Comme Bromont, par exemple? Ben, je vais m'entraîner sur le parcours, mais les 3 premières années où j'ai abandonné Bromont, c'était pas nécessairement au niveau mental. C'était vraiment, j'avais douleur au genou, des blessures dans le fond, là, que j'avais pas à l'entraînement. C'est comme arrivé pendant la course, mais à un moment donné, une bad luck. L'année passée, j'ai eu des problèmes d'estomac, c'est venu me jouer dans la tête aussi. Là. J'ai été malade un peu pendant la nuit. Je me suis rendu chez Bob, station chez Bob là, pendant la nuit. Là. Puis, petite anecdote, puis tu l'as fait aussi, je sais pas si tu as vu le cheval blanc à l'extérieur du... parce que, en fait, juste pour que les auditeurs puissent comprendre, c'est que c'est 2 boucles au Beaumont, puis la première boucle, juste avant d'arriver à la station chez Bob, on est en campagne, il y a un enclos avec deux chevaux, un blanc et un noir. Et là, pendant la nuit, le noir était dans l'enclos, mais le blanc était devant moi. Là, je dis, coudonc, sais-tu... Je dis, puis là, il était rendu, je sais pas, peut-être 4-5 heures du matin. Je me suis dit, est-ce que c'est moi ou... moi, j'ai validé quand je suis arrivé au ravito d'après, puis c'était pas... Ma tête m'a pas joué de mauvais tour. Là, mais c'est vraiment drôle parce qu'elle était chez Bob. Moi, j'étais chez Bob, j'attendais, puis ça faisait un petit bout, puis j'étais, dans le fond, avec ma sœur, puis tout le monde arrivait, puis ils se parlaient, puis ils se regardaient comme avec des gros yeux, gros comme des cinquantaines. « Man, t'as-tu vu le cheval blanc? »« Oui, je l'ai vu! » Fait que là, tout le monde était comme un peu rassuré que tout le monde l'avait vu, le cheval blanc. Le monde au ravito, au début, ils se demandaient quelle sorte de mais ils ont appelé le propriétaire, dans le fond, de la ferme pour demander « C'est-tu normal comme que le cheval soit pas dans son enclos? » Il dit « Oui, il se promène toute la nuit. » Puis, mais tout le monde, c'était systématique. Tout le monde qui arrivait au ravito parlait du cheval blanc. C'était la première affaire qu'il disait. C'était vraiment super drôle. Nous autres, parce qu'il était vraiment gros, puis il y avait quasiment un peu de brume. Là. C'était comme il ressortait de nulle part. Là. Mais au début, tout le monde... Tu sais, dans le fond, qui faisait pas la course, on se regardait et on disait, il va être tout un cheval blanc, c'est pas bon. Mais c'était juste vraiment très drôle. C'est que oui, le fameux cheval blanc du Bromont, ça a été l'anecdote de l'année, je pense. Puis, mais c'est ça, est-ce que tu as, dans le fond, encore des appréhensions par rapport au Bromont cette année? Ça te fait-tu peur de prendre le départ? Bien, là, honnêtement, ayant 2 autres courses avant, mon esprit n'est pas en mode Bromont présentement. Là, j'en ai une en fait semaine prochaine. Fait que c'est certain que je suis dans là. Je focus pour cette course-là. Puis quand que ça arrivera, je veux dire, je traverserai le pont rendu là, mais dans le sens que, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je retourne au Bromont? Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui fait qu'il faut que je retourne à cette course-là. J'ai comme au-delà du fait que j'ai des déceptions année après année de ne pas le finir, j'ai comme un grand attachement là, pour cette course-là, pour les bénévoles. Puis moi, je blaguais en disant que les bénévoles, ils me connaissent par mon petit nom, là, rendu là, après plusieurs années. Mais moi, je veux dire, la journée d'après que j'ai abandonné Bromont, j'ai déjà réservé mon hôtel pour cette année. Là, c'était clair dans ma tête qu'il fallait que je retourne. C'est un petit peu aussi une tradition familiale, dans le sens que je vais avec ma conjointe, mes beaux-enfants, Guillaume et Joanie. Ma conjointe Véronique, dans le fond, on va tout le temps au château Bromont. Fait qu'eux autres, ils vont s'amuser dans la piscine. Fait qu'eux autres, c'est des petites vacances en même temps. On va toujours manger au même restaurant le vendredi soir. Fait que c'est comme un peu une petite routine d'automne, une tradition, même si je peux dire. C'est ça, mais c'est ça. Nous autres, on avait fait ça quand tu avais fait le QMT. On avait amené Raph, qui est le fils à Pierre-Luc, qui est dans le fond mon beau-fils à moi. Puis, tu sais, on en avait profité. On avait pris aussi un hôtel avec une piscine. Puis, tu sais, le temps qu'on se voyait pas, tu sais, on a vraiment comme profité pour prendre des vacances, là. C'est que ça devient comme un happening familial en même temps. Oui, parce que souvent, les vacances sont reliées à une course. Fait que j'essaie au moins qu'ils en profitent aussi de 2 vacances. On reprend toutes des vacances de course, là. Jumeler l'utile à l'agréable. Exactement. Puis, ben on n'en a pas tant parlé, mais
comment tu as commencé à faire de l'ultra? Comment la course est entrée, toi, dans ta vie, pour en venir à faire... Ou même le sport. Là. Oui. Ben, en fait, moi, j'ai toujours là, été quand même sportif. Au secondaire, j'ai joué au volleyball. Après ça, j'ai été plus porté vers les sports d'endurance. En fait, moi, depuis que je suis tout petit, on faisait des randonnées de vélo avec mon père. OK. Moi, quand j'allais au secondaire, chaque année, on devait courir une course de 5 km dans le cadre du cours d'éducation physique. Je m'entraînais pas tant que ça pour cette course-là. Puis j'ai toujours fait des cours de natation. Fait que quand je suis arrivé au cégep, les trois se sont comme jumelés. Puis j'ai commencé à faire du triathlon là, à partir du cégep. J'ai fait du triathlon pendant 8 ans, là, en faisant à peu près toutes les distances là, de triathlon sprint pour commencer, jusqu'à faire un Ironman en 2010. J'ai fait l'Ironman de Cozumel au Mexique. Puis après ça, en fait, je voulais m'entraîner juste à la course. Quand j'ai commencé le triathlon, en fait, la course, c'était pas mon... C'est curieux, mais c'était pas mon sport préféré des trois. Là. C'était vraiment plus la natation puis le vélo. J'ai appris à aimer un peu plus la course. Puis comme beaucoup de coureurs, c'est un peu cliché, mais en lisant le livre Born to Run, dans le fond, c'est ça qui m'a poussé un peu là, à m'en aller vers les ultramarathons. C'était une année, c'était en 2000... C'était en 2012, en fait, une année où j'avais planifié de faire le marathon d'Ottawa, que j'ai fait aussi, mais ma saison a pris totalement une autre tangente, dans le sens que j'ai lu Born to Run. Un des coureurs au Québec qui m'a beaucoup inspiré à ce moment-là, c'était Patrice Godin, là, qui m'inspire toujours présentement. Il y avait beaucoup moins de coureurs là, qui faisaient des ultramarathons à ce moment-là. Fait que j'ai vraiment dévié plus vers la course en sentier. Cette année-là, j'avais fait mon premier ultra, en fait, qui était c'est le Ultimate XC. Ultimate XC à Saint-Donat, là, dans le temps que c'était Daniel Desrosiers là, qui l'organisait. Là, vraiment, que ça avait un cachet particulier. Là. Daniel, c'est il y a une réputation. Un personnage, si je peux me permettre l'expression. Là, dans le fond, lui, avant la course, il demandait là, est-ce qu'il y en a qui en sont à leur premier ultra. Fait qu'on était contents de lever la main. Mais il dit, vous êtes en train de faire une grave erreur. Il donne le signal de départ. Puis c'est une course un peu atypique parce que là, on traverse une section vraiment de swamp là, qui appelle le Vietnam. Fait que dans le fond, moi, j'ai fait il appelait ça 50 km. Finalement, c'est plus proche de 60, de 58. Là. Fait que ça a été mon premier ultra. Après ça, cette année-là, j'ai fait le Transvalley. Là, Là, cette année, le Transvalley, en fait, a pris une autre formule, qui est une course sur une seule journée, mais j'ai fait le Transvalley avec la formule qu'on connaissait avant sur les 3 jours. Donc, un 10 le vendredi, un 38 le samedi, qui est très, très technique aussi. Là, c'est pas du tout une course roulante. Puis le 21, qui donne un peu un avant-goût de qu'est-ce que ça peut être un ultra, dans le sens où on a une fatigue accumulée avec les 3 jours. Le temps de récupération n'est pas grand. Non, mais il y a vraiment aussi un esprit de camaraderie, de finir tout le temps au même endroit, que tu passes la ligne d'arrivée, tu es à 100 mètres de marche de ton camping, tu as une rivière en bas où tu peux aller te laver à Guinée, tu prends des bières autour d'un feu le soir, puis tu repars le lendemain. C'est ça, t'es avec la même gang pendant toute la fin de semaine, fait que c'est ça. Ça fait comme un peu camp d'entraînement, là. Puis après ça, en fait, à l'automne, toujours en 2012, j'ai fait le 50 000 du Vermont dans l'idée d'aller faire le 100 000 du Vermont l'année d'après. Mais le 100 000 du Vermont demande un 50 000 sous les 12 heures comme temps de qualification. Fait que, dans le fond, je suis allé faire cette course-là, qui est une course quand même assez roulante. Là. C'est plus des sentiers de 4 roues. Je pense, de mémoire, j'avais complété en 9h45. Là. Ça avait été quand même une bonne course pour moi. Puis l'année d'après, en 2013, en fait, j'ai fait mon premier 100 000 au Vermont, là, parce qu'il y a plusieurs Québécois qui avaient été faire cette course-là. C'était une course qui était relativement accessible aussi, là, environ 3h30, 4h de route de la maison. On entend beaucoup parler du Vermont, ça. 25 stations de ravitaillement, c'est une course qu'on peut courir carrément avec une bouteille à main. C'est pas nécessaire d'avoir une veste d'hydratation, dans le sens que les ravitaux arrivent rapidement. Puis, ils ont du choix, c'est bon. C'est un parcours qui est difficile, dans le sens, c'est pas technique, mais c'est tout le temps en montée ou en descente. Il y a 4600 mètres de dénivelé. C'est des routes de terre. Puis le dernier tiers de la course, il y a beaucoup, beaucoup de descentes. Fait que là, si t'as mal calculé tes choses là, au niveau là, des descentes au début, là, tu peux payer cher à la fin. Fait que...
ça avait été un bon premier 100 000. J'avais complété ça en 25 heures 8. J'étais un peu déçu de ne pas avoir passé sous la barre des 24 heures parce que jusqu'à 146 km, j'étais dans des temps de passage qui me permettaient de le faire. J'ai un peu de déception en finissant. Mais quand j'y repense là, plusieurs années après, j'aurais pas dû être déçu à ce moment-là. J'avais complété mon premier 100 000. Ouais, c'est ça. On dirait que le fait de ne pas l'avoir fait sous les 24 heures... fait en sorte que j'étais un peu déçu, mais il n'y a pas de déception à avoir aussi. Là. Puis c'était la première fois que je faisais cette distance-là. La plus longue distance que j'avais fait avant était un 80. Ouais, c'est le double. Je doublais, mais en fait, puis c'est pour ça qu'en 2 années après, en 2015, je suis retourné au Vermont pour faire sous la barre des 24 heures avec plus d'expérience. J'avais fait 2 courses de 100 000 en 2014, le Eastern States et Oil Creek en Pennsylvanie. Donc, quand je suis retourné en 2015, mieux entraîné, j'ai coupé 3 heures, là, littéralement, à la minute près. Fait que 25 heures 8 à 22 heures 8, ça avait été... C'est une de mes meilleures courses que je considère comme, point de vue gestion de l'effort aussi, là, à peu près 10 heures pour le premier 50 000, puis 12 heures 8 pour le deuxième. C'est rapide. Fait que c'est quand même... c'est rare que... Dans mes autres courses de 100 000, je suis jamais arrivé à peu près à un différentiel de 2 heures là, entre la première moitié et la deuxième moitié, là, parce que avec la fatigue accumulée, le manque de sommeil, mais ça avait été vraiment une course bien gérée. Puis, Alors, c'est ça. Puis c'était en lignée, t'étais rendu là. Oui, c'est ça. C'est quoi ton top 3 de toutes tes courses que tu as faites, tes plus belles, que ce soit en beauté de paysage, en expérience, peu importe le critère de sélection, c'est quoi ton top 3 de plus belles courses? Je dirais la plus belle course que j'ai fait, je l'ai fait en 2018, c'était Arcos Island, qui est un 100 000 sur une île dans le Pacifique, en fait, qui est en bordure du Canada, là. C'est pas loin de Seattle. C'est vraiment proche de Victoria, de l'île de Vancouver, mais du côté américain. Fait que c'est particulier comme course parce que je volais à Seattle. Après ça, j'ai eu 1h30 de route à faire pour me rendre au traversier. Fait qu'on doit prendre un traversier pour se rendre sur l'île pour la course. Fait que juste ça, en tant que tel, c'est quand même cool. C'est une expérience. Ouais. C'est un parcours là, qui pardonne pas. Là. On parle d'un 160 km là, avec 7900 mètres de dénivelé. Là, wow. Mais on fait 4 fois la même boucle de 40 km. OK. Quand on arrive sur l'île, en fait, on avait le choix de dormir parce que c'est un state park, c'est le Moran State Park. Puis il y a un gros chalet principal, mais il y a des dortoirs à côté. Okay. Fait que les coureurs, on a l'option de dormir en dortoir, mais avec d'autres coureurs. Fait que quand tu arrives là-bas, moi, je suis allé tout seul. Là. Okay. Fait que je connaissais pas personne, mais tu arrives là-bas, tu as l'impression de connaître tout le monde parce que vraiment l'esprit de communauté, là, le fait de dormir en dortoir avant la course. Tu te lèves le matin même, tu es à 15 secondes à pied du départ. Ça, c'est cool. C'est un départ qui se faisait à 8h30. On faisait 4 fois le parcours de 40 km. Ce qui fait que c'était spécial, c'est le fait que ce soit 4 boucles parce qu'on voyait les bénévoles. Puis, dans le fond, on voyait les mêmes bénévoles, puis ils étaient contents de nous voir, puis ils prenaient des nouvelles, puis on les sentait vraiment attentionnés. Je croisais d'autres coureurs aussi là, pendant la course que j'avais appris à connaître un peu avant la course. Puis à chacun des tours, quand on arrivait au sommet là, de la montagne qui s'appelle le Mont Constitution, il y a une tour en haut. Ouais. T'as le choix de, ça s'appelle, tu peux faire partie du Tower Club. Fait que t'es pas obligé de monter en haut de la tour, c'est pas sur le parcours, mais si tu montes c'est 65 marches environ. Fait que c'est pas ça, rendu là, 65 marches de moins ou de plus. Ouais, c'est ça. Mais si tu montes en haut à chacun des tours puis tu poinçonnes ton dossard, mais à la fin, tu es dans le Tower Club. Fait que lors de la cérémonie là, des remises de prix, là, le lendemain de la course, ils te remettent un T-shirt du Tower Club. Fait que qu'est-ce qu'on ferait pas pour un T-shirt? Moi, je suis bien d'accord. Fait qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans aussi. Puis il y a une montée dans cette course-là qui s'appelle le Power Line, qui est une ligne électrique, mais à flanc de montagne. C'est littéralement un mur, là. C'est l'équivalent, là, je dirais, de Lieutenant Dan 2 fois. Oh oui. En termes de niveau de difficulté, là, de pente vraiment abrupte, là, puis c'est un challenge, là. La première fois, ça se fait bien, la deuxième fois aussi, mais troisième, quatrième fois, là...
Quand tu commences à être plus fatigué, c'est un plus gros défi. Puis tu sais, les paysages sont... on a une vue là, sur Vancouver. Là, soit on voit les lumières au loin. C'est des gros arbres là, gigantesques, là, vraiment. Puis on a eu une belle météo quand j'ai fait en 2018 parce qu'habituellement, il pleut tout le temps là-bas. Là, c'était en février, je pense, ta course? Oui, c'est en février. On a eu une fenêtre météo de 4 jours sans aucune pluie. Puis il peut y avoir de la neige au sommet aussi, là-bas dans ce coin-là. Puis une année sèche, fait que vraiment des beaux sentiers. Fait que ça, c'est mon top 1. Mon top 2, c'est Tahoe Rim Trail 100, en fait, sur le bord du lac Tahoe, mais du côté du Nevada. Fait que cette course-là, je l'ai faite en 2016. Je suis allé avec ma conjointe. On a profité pour faire un petit voyage en Californie aussi avant. Fait qu'on est allé à San Francisco. On est allé voir les vignobles à Napa Valley. Puis après ça, dans le fond, les vacances, on les a fait avant la course. Après ça, on s'est dirigé là, à Carson City, au Nevada, en contournant le lac Tahoe. Fait que moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un avant-goût du Western States parce que quand on passait sur la route, j'ai vu Auburn, où est-ce que la ligne d'arrivée. Je dis, je peux pas passer à côté d'Auburn sans aller voir la piste. Fait que je suis allé voir la piste où c'est une piste d'athlétisme de 400 mètres là, d'une école secondaire, Placer High School, où la course se termine. Puis je suis allé voir aussi dans la même journée Squaw Valley, là, le centre de ski où il y a le départ du Western States. Fait que, il y avait eu les Olympiques. Les Jeux olympiques, en 1960. Puis dans le fond, cette course-là, Tahoe Rim Trail, c'est 2 boucles de 80 km, mais dans le fond, c'est des sentiers là, pas techniques, un peu sablonneux, on monte là en montagne, puis on longe le lac Tahoe. C'est une course qui est difficile parce qu'on est quand même en altitude, là, 2500 à 3000 mètres. Là, ça paraît un peu. Puis dans le fond, ce qui était particulier de cette course-là, c'est que ça peut être très, très chaud pendant la journée. Il faisait 31 là, sur l'heure du dîner, ça plombait. Mais pendant la nuit, c'est tombé à 3 degrés. Là. Fait que vraiment un gros clash de température. Puis t'as-tu un peu un couvert d'arbres ou t'es vraiment comme aux éléments? Non, t'as quand même un bon couvert d'arbres par endroit. Il y a des sections un peu plus exposées, là. Mais ces sections-là, on a une vue sur le lac Tahoe. Fait que c'est vraiment super. Puis ma conjointe Véronique, elle m'avait paissé là, sur le dernier 30 km. On n'avait pas couru tant que ça, je vais être honnête, là, mais c'était... c'est une course dans laquelle, à un moment donné, je pensais abandonner, mais je me dis, je peux pas abandonner. Ma blonde est en train de dormir sur un chalet de station de ski, là, sur un plancher. Puis, dans le fond, elle m'attend. Fait qu'elle elle s'est rendue là, un peu par ses propres moyens aussi. Là, elle savait pas avant la course comment, nous, on connaissait pas. Fait qu'elle a réussi à avoir un transport pour aller là-bas. Fait qu'elle a réussi à s'arranger. Puis elle a fait le dernier 30 km avec moi. Fait qu'elle a pu voir aussi tous les sentiers et les points de vue sur le lac Tahoe. Il y a une grosse montée qu'on monte qui est une pente de ski là, qui nous amène au sommet. Là. Moi, je l'ai faite dans le fond, dans le pic de la chaleur à midi. Puis je l'ai refaite. C'est là où Véronique partait avec moi. Mais on l'a fait là, avec le lever du soleil. Fait que ça, c'est sûr que ça a été un beau moment aussi passé ensemble. Là, même si je dormais à moitié debout. Puis elle essayait de me réveiller tout le long. Mais fait que ça a été une belle course aussi. Moi, c'est un de mes rêves d'être assez en forme pour pacer, une de tes courses. C'est vraiment... j'aimerais vraiment ça, pouvoir partager ça avec toi, là. Je pense que ça serait un beau moment. Dans le fond, tu partages vraiment de l'émotion, de la fatigue. C'est juste du vrai que tu partages quand tu montes une montagne, là. Puis quand t'es en course, puis que t'es fatigué, puis que t'es à bout, là. Ça doit vraiment être un super beau moment de couple, à vivre ensemble. Même s'il y en a un des deux qui est un petit peu plus fatigué, là. Mais... Oui, c'est une belle expérience. Puis c'est sûr que de traverser la ligne d'arrivée avec Véronique, c'est quelque chose de spécial aussi. Là. Après 31 heures que ça m'a pris, cette course-là, c'est quand même... Celle-là aussi, il y avait un bon dénivelé là, entre 6 et 7000 mètres. Là, fait quand même, c'était pas pour les doux. Là, mais... Si je pense peut-être à une troisième course, il y en a plein, mais quand je parlais tantôt du Vermont, le Vermont, ça a un cachet particulier parce que c'est des routes de terre, t'es beaucoup en campagne au Vermont, puis... il y a beaucoup de ravitaillement, fait qu'il y a quand même vraiment un esprit festif, là, cet événement-là.
Puis, ben, dans le fond, pour ma performance, je pense que je me mettrais dans mon top 3 parce que j'étais vraiment concentré toute la journée. Puis, Véronique n'était pas avec moi à cette course-là, mais en fait, j'avais un de mes bons amis, Bernard, puis mon père, c'est eux qui étaient mon crew. Puis, il y a Véronique, elle s'était filmée là, pour un mot d'encouragement. Puis moi, j'étais au ravito, puis tout ce que je pensais, c'est de repartir tout de suite parce que là, j'étais sur un agenda, puis j'avais des temps à respecter. Puis là, on dit non, assis-toi, on a quelque chose à te montrer. J'ai arrêté de niaiser, il faut que je reparte. Et on dit là, assis-toi, ça va faire. Puis ils m'ont montré la vidéo, puis c'était une vidéo de Véronique qui m'encourageait. Puis là, dans le fond, c'est sûr, c'était touchant, mais là, après ça, j'ai compris pourquoi ils voulaient vraiment que je m'assoie. Moi, tout ce que je pensais, c'était d'avancer. Fait que j'ai pas niaisé dans les ravitaillements cette journée-là. Là. Fait que non, des belles expériences de course, mais... Fait que c'est sûr qu'au début, j'ai fait des courses qui étaient plus dans le nord-est des États-Unis en voiture, mais à un moment donné, je me suis dit là, de voyager, prendre l'avion, d'aller faire d'autres courses aux États-Unis. Là, il y a tellement de bels endroits, là... Mais tu sais, c'est comme joindre l'utile à l'agréable, tu sais, tant qu'à te déplacer, ça te permet justement de prendre des vacances, de pouvoir vivre une expérience de famille, de couple, dans le fond, de visiter en même temps, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Nous autres, on a comme projet d'aller visiter un peu le monde à la course, là. Puis, tu sais, je trouve que c'est tellement le fun, puis c'est une belle façon de visiter des places aussi, là. T'es pas touristique dans un autobus assis, à droite, c'est ça, à gauche, c'est ça. Tu vois, c'est comme la nature, tu vois des points de vue qu'il y a pas grand monde qui peut voir, puis c'est ça qui est vraiment cool, là. Tu sais, de le faire de cette façon-là, c'est une autre façon, là, qui permet de voir le monde, là. Oui. Puis côté entraînement, comment tu gères tes entraînements? T'as-tu un coach ou tu t'organises? Oui, mais en fait, j'ai un coach qui, dans le fond, qui me donne quand même une certaine structure, mais je me garde une flexibilité. Donc, mon coach, c'est Éric Dehaye, là, qui a fait beaucoup de courses. Là, il a fait le marathon des sables, il a déjà fait Badwater 2 fois. Il a fait Kona, le championnat du monde Ironman. Là, quand même, il a un bon bagage dans les sports d'endurance. C'est certain que, mettons, ma routine d'entraînement, moi, je me lève tôt le matin, je me lève à 4h30. OK. Je vais courir. Oui, c'est le bonheur. Je me couche à 9h aussi. Là, la semaine, je parle. Là. La fin de semaine, ça peut m'arriver, mais si j'ai vraiment une longue course à faire. Mais donc, la semaine, je me lève de bonne heure. Habituellement, le matin, je vais courir peut-être un 10-12 km là, avant d'aller travailler. Pas tous les jours, mais je cours 5 à 6 fois semaine. Avec peut-être une moyenne là, de 70-75 km par semaine. Puis là, quand je me rapproche des compétitions, ben là, j'ai des plus grosses semaines pouvant aller jusqu'à 100, même plus. Là. Les fins de semaine, ben, je cours samedi-dimanche avec une longue course le dimanche. Pendant l'hiver, en fait, le dimanche, je vais dans mon coin, en fait, à Sainte-Marthe, il y a une auberge, là, comme un hôtel, mais il s'appelle l'Auberge des Galants. Okay. Il y a un groupe de coureurs de route qui s'appelle le Mini Boston qui s'entraîne là tous les dimanches. C'est principalement des coureurs qui s'entraînent pour le marathon de Boston parce que c'est des chemins de route, mais avec des côtes qui simulent un peu le parcours de Boston. C'est pas un club, mais c'est plus comme un groupe d'entraînement. Fait que moi, l'hiver, des fois, oui, il y a des sentiers, mais je ne vais pas tout le temps en sentier, je vais là. Fait que ça me fait quand même des bons entraînements. Puis les coureurs courent à un bon rythme, puis il y a toujours quelqu'un avec qui courir. Là. On est une trentaine de coureurs. Okay, ouais. Des fois, on reste brunché après ça à l'Auberge des Galants. Fait qu'on joint l'utile à l'agréable, mais... Fait que ça, c'est une belle tradition que j'ai pendant l'hiver. Je vais là toutes les semaines, puis on se donne rendez-vous à 8h30. Puis il y a une boucle de 25 km là, avec peut-être un 250-300 mètres de dénivelé. Là, fait que on a différentes options pour rallonger aussi. On peut faire des boucles un peu plus courtes. Ah, mais c'est cool, ça. Pendant l'été, je m'entraîne. Mes longues courses, j'ai fait un peu plus. Moi, les sentiers les plus proches, c'est au Mont-Rigaud. Okay. Fait qu'il y a des sentiers de la ville qui s'appellent les sentiers de l'Escapade. Ça n'a pas un super gros dénivelé, mais il y a la montagne de ski aussi, le Mont-Rigaud, qui me permet des fois d'aller faire des montées-descentes là, quand je vais aller chercher un plus gros dénivelé. Là. Okay. Le plus de montées-descentes que j'ai faites, c'est 22, je pense. Fait que c'est à peu près 100 mètres de dénivelé par montée là, pour une distance de 600 mètres. Là. Fait que je montais une piste de ski, je descendais l'autre, là, puis je m'étais stationné juste en bas. Fait que, tu faisais ton ravito dans ton auto. Mon ravito dans l'auto, puis... Fait que si je veux faire un peu plus de dénivelé, des fois je vais m'entraîner à Bromont aussi, ou un endroit que j'aime bien, c'était à Prévost, là, où est-ce qu'il y avait le Pandora avant, là, faire la boucle.
Parce que c'est une boucle de 10 km avec un bon dénivelé aussi, 400 mètres, puis qui permet de retourner à l'auto à chaque fois. Fait que c'est sûr que je vais quand tu perds pas, c'est vraiment bon. Ouais. Ils sont juste un peu mêlants, ces sentiers-là. Ouais. Il faut que tu saches la boucle. Ça m'a pris une couple de fois au début, mais... fait que non, dans le fond, c'est pas mal ça, ma routine d'entraînement. Puis c'est ça, à travers ça, une séance de hot yoga par semaine. Là, pas toutes les semaines, mais la plupart du temps, j'y vais aussi. Fait que c'est une bonne occasion aussi de travailler un peu flexibilité, tout ce qui est stabilisateur, force. J'ai commencé ça il y a 2 ans, le hot yoga. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas le plus flexible non plus, mais tu sais, il adapte vraiment les exercices. Puis bien que je connais un peu je veux dire, je vais pas aller me casser le dos en deux pour faire une pause que je suis pas capable de faire. Tu connais tes capacités. Mais je trouve que c'est vraiment un bon complément là, d'entraînement, la course à pied. Puis souvent, en tant que coureur, c'est souvent la flexibilité qu'on sacrifie, qu'on travaille moins, qu'on a moins le goût de faire, en fait. Puis c'est ça qui empêche de se blesser, là. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Effectivement. C'est bon, j'ai compris. Ma question, je cherche ma question dans ma tête. C'est, qu'est-ce qui fait en sorte que, sortie après sortie, tu continues de courir? Que tu te décourages pas? Y a-tu comme... Qu'est-ce que, dans le fond, la course veut comme dire pour toi? Comme sport, comme mode de vie, comme... j'aime ça faire des courses aussi parce qu'un ultramarathon, au-delà de la course en tant que telle, c'est une expérience aussi à plusieurs niveaux. Au niveau humain, au niveau sportif, au niveau spirituel même. Mais moi, j'aime le processus d'entraînement aussi, là, jour après jour. C'est quelque chose que j'ai besoin dans mon quotidien. J'ai quand même un emploi qui est exigeant. Je suis directeur adjoint dans une école secondaire. Oui. Une des plus grosses polyvalentes là, au Québec. Fait beaucoup d'élèves. Fait que moi, c'est un peu un exutoire aussi, là, dans le sens que c'est un équilibre, dans le fond. Moi, j'ai besoin de ça là, dans ma routine au quotidien là, pour fonctionner. Mais c'est certain que si je m'entraînais pas pour des courses, je serais peut-être pas aussi motivé aussi, là. Surtout l'hiver, sortir courir. Mais non. Puis j'ai eu plusieurs déceptions, j'ai eu plusieurs abandons. Puis je pense pas que c'est pas ça qui nous définit comme coureur non plus. Non, je pense qu'au contraire, ça donne ça donne des avantages. Puis j'apprends tout le temps là-dedans. Puis même, mettons, au Bromont, j'ai eu plusieurs abandons, puis ça m'a pas découragé. C'est sûr que des fois, il y a des passes, tu t'entraînes tellement fort, puis t'arrives la journée de la course, puis ça fonctionne pas pour toutes sortes de raisons. Mais là, tu retournes faire tes devoirs, tu réfléchis, Ça te fait des remises en question, parce qu'un échec, c'est fait pour apprendre, justement. Fait que des fois, c'est bon de se planter, c'est plate, mais ça fait partie du processus. Surtout courir des 100 mètres. Ça. C'est ce que t'en fais, finalement, de ton échec qui est important. Qui devient, en fait, pas un échec. Parce que, dans le fond, c'est ça, le plus dur, c'est de trouver un sens à ce qui est arrivé, là. Moi, j'ai fait un DNF au Ironman à Tremblant en 2016, puis ça m'a pris plusieurs années m'en remettre, là. J'ai jamais refait de triathlon. Puis, j'en ai sorti quelque chose de positif, finalement, au bout. On va avoir un épisode là-dessus, éventuellement. On a déjà enregistré. Puis, mais, tu sais, c'est ça, l'important, c'est qu'est-ce qu'on en tire, nous, comme personnes, de ce qui est arrivé, puis comment qu'on le vit finalement après. Là. Ouais. Dans le questionnaire on pose des questions pour nous inviter, tu nous avais parlé d'une anecdote à l'Eastern State par rapport à un pacer puis un coureur. Oui. C'est un bon moment, c'est divertissant. En fait, Eastern State, c'est une course en Pennsylvanie. Okay. Qui a commencé en 2014. Moi, j'ai fait la première édition. Là, c'était déjà très, très bien organisé à ce moment-là. C'est une course qui est très technique, un gros dénivelé, 6600 mètres. Okay. Je m'approchais de la fin de la course, là, 1090, fait qu'il restait peut-être une quinzaine de kilomètres. Puis j'ai 2 coureurs qui me dépassent, mais là, ça n'avait pas l'air d'être la joie là, entre les deux. Puis je me dis, c'est un coureur et son pacer. Mais en tout cas, il s'envoyait presque promener, tout ça. Puis là, à un moment donné, je vois le pacer accélérer et partir à courir en avant. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, moi, j'étais dans la brume un peu. Là. Ça faisait un bon peut-être 28 heures que je courais, 26 heures. Puis dans le fond, là, je vois le coureur, fait que j'arrive à côté de lui, je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit je viens de
je viens de congédier, tu sais, I fired my pacer, tu sais. Comment ça, il dit, il arrête pas de me dire de courir plus vite, tout ça. Fait que je dis, OK. Mais là, tu sais, vraiment, là, j'étais comme, oh, wow, là, vraiment. Puis c'était des amis, là. L'autre gars, il est parti, puis lui, il va finir sa course tout seul. Puis le pacer aussi va finir sa course tout seul, parce que lui, il a comme accéléré, puis il a décidé qu'il s'en allait à la fin. Puis là, j'arrivais proche d'un ravitaillement, puis là, j'ai mangé un grilled cheese, mais j'étais comme, wow, qu'est-ce que je viens de vivre là? Moi, c'était comme. Moi, j'avais eu un pacer, puis ça aussi, c'était. En fait, moi, j'avais écrit sur Internet là, que je cherchais un pacer pendant la nuit. Puis, idéalement, jusqu'à la fin de la course. Mais le pacer, lui, dans le fond, il a fait une portion avec moi pendant la nuit. Okay. Il s'appelle Sean Felty. En fait, c'est un gars qui demeure là, pas loin là-bas dans ce coin-là. Okay. Moi, je l'ai rencontré quand je suis arrivé au ravito pour qu'il me pace. Là, je l'avais jamais vu avant la course. Okay. C'est quand même assez particulier aussi, mais tu sais, il a super bien fait ça. Puis on a eu du fun. Là. On a fait peut-être une vingtaine de kilomètres ensemble. Puis après ça, lui, il fallait qu'il retourne chez lui. Puis dans le fond, quand je suis arrivé là, dans le dernier 400 mètres, là, on traversait comme un champ avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Il était là. Fait que ça aussi, c'était spécial. Cool. Puis il avait même filmé là, mon dernier 400 mètres au finish. Je m'attendais pas à le trouver là parce qu'il dit, moi, il dit après, je vais m'en retourner chez moi. Là, je vais dormir une couple d'heures dans mon auto, je vais m'en retourner à la maison. Ça avait été particulier aussi de courir avec quelqu'un que je connais pas. Tu sais, les autres pacers que j'ai vus avant, c'était soit un ami ou soit la famille. Mais non, c'était particulier, mais de voir là, je reviens à l'anecdote, là, de voir un pacer se faire congédier, là, l'importance de clarifier vraiment c'est quoi les attentes par rapport à son pacer, ça prend des vraies discussions avant, parce que là, ça peut donner des drôles de choses. C'est pas quand ça va pas bien en course que c'est le temps de jaser de ces affaires-là, là. J'ai une question vraiment niaiseuse. Mais tu fais beaucoup de courses, tu sais, comme dans le fond, à l'extérieur, aux États-Unis, et tout ça. Est-ce que la barrière de la langue, quand t'es fatigué, c'est quelque chose qui te dérange? Ou... Ben moi, je parle relativement bien. En fait, je me considère comme bilingue. Je parle bien anglais. Fait que moi, ça n'a jamais été un problème, la barrière de la langue. Je veux dire, t'arrives à comprendre, puis t'as pas à avoir des grosses conversations aussi. Là, quand t'arrives dans les ravitaillements, c'est les besoins de base. Mais, tu sais, d'aller faire des courses à l'extérieur, la dynamique. Puis moi, j'ai vécu autant des courses avec pacer que sans pacer aussi. Okay. Là. Puis c'est deux choses complètement différentes. Puis je pense que, dans le cheminement d'un coureur d'ultra, c'est intéressant aussi d'aller vivre une course, pas de pacer, là, ce qu'ils appellent solo. Ouais. Puis il y a certaines organisations qui reconnaissent le fait que des coureurs le font solo. Là. Ça veut dire pas de crew, pas de pacer. Il y a comme une fierté supplémentaire de dire j'ai traversé ça tout seul, là, tu sais, avec l'accès à mes drop bags, il n'y avait pas personne que je connaissais vraiment. Moi, dans le fond, quand j'avais fait Zion en 2017, en fait, je l'avais fait solo. Là. Il y avait d'autres coureurs québécois qui étaient avec moi, mais j'avais mes drop bags, puis dans le fond, je pouvais compter juste sur moi là, à ce moment-là. Puis c'est le cas aussi pour la course que je m'en vais faire vendredi prochain là, à Chattanooga. Je vais être solo. Fait que j'ai 2 drop bags auxquels j'ai accès 2 fois. Fait que c'est comme si j'en avais 4. OK. Parce que le parcours est comme un peu... c'est un aller-retour, un peu un lollipop, comme un suçon. Okay. On fait un aller, on a une boucle, puis on revient. OK. Fait que... Et tu t'entraînes-tu en maïs? Je m'entraîne en kilomètres. En fait, je m'entraîne en kilomètres ou quand je vais faire des longues courses, des fois en trail, je vais viser un certain dénivelé ou un certain temps sans trop m'attarder là, sur la distance. Mais à force d'avoir fait beaucoup de courses aux États-Unis, j'ai la conversion kilomètre-miles, ça se fait rapidement dans ma tête. Puis la conversion aussi mètre-pied pour le dénivelé, ça aussi, là... Ça te permet de voir t'es rendu où dans ton état d'esprit en faisant tes calculs si sont bons. Ça va. Puis dans le fond, tu sais, puis je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi avec le... Faut pas que tu te trompes... Faut pas... Quand tu cours des 100 000, faut pas que tu tombes trop non plus dans le fait de faire des mathématiques puis d'anticiper, mettons, je vais arriver à tel endroit ou à la fin. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi à garder l'esprit éveillé en faisant des calculs, là. La conversion kilomètre-mile, là, des fois, ou miles-kilomètre, plutôt, là, dans le fond, quand mais c'est intéressant quand tu vois une pancarte, là, parce que quand tu vois quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, qui te demande s'il reste combien de temps au ravito, c'est une mauvaise question, parce que c'est jamais la bonne réponse, là. Il reste...
1 000, c'est ça, je me rapproche, mais finalement, il en restait 3. Là. Les autres, ils n'ont pas le concept des distances, fait que ça, il vaut mieux pas le demander. Oui, parce que mentalement, ça peut te détruire, là, ça arrive jamais. Ça va arriver, ça arrive jamais. Ben, on est super content de t'avoir reçu. On a fait un beau tour de, dans le fond, ta saison qui s'en vient, tes saisons que tu as eues. Puis là, ben, comme il fait très chaud dans notre studio de podcast, on t'a acclimaté à la Western State. Oui. On fait comme, c'est quasiment un enregistrement en sauna. C'est bon. on fait ça pour ton bien, là. Ben, merci de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir reçu, c'est très agréable. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre? Ben, en fait, j'ai pas... j'ai mon Facebook personnel, là. Mais je veux dire, c'est moi qui choisis mes amis dans le Facebook, là, mais en fait, je suis pas... sinon, je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. J'ai un blog, par contre, là, qui est Passion Ultra Distance. Fait que si vous faites ça sur Google, là, vous allez... dans lequel j'ai plusieurs résumés de courses là, que j'ai faites là, dans le passé. Fait que ça peut être intéressant de lire... ces résumés-là. Puis habituellement, moi, mon style de résumé de course, c'est dans le très détaillé, assez complet, là, avec beaucoup de détails sur un peu sur la logistique aussi d'avant-course. Puis mettons, même ça peut aller de l'hôtel au restaurant que j'ai réservé. Fait que s'il y a d'autres coureurs qui veulent aller faire ces courses-là, ben c'est intéressant d'avoir ces informations-là en main. Parce que souvent, tu réserves, puis tu as le booking.com plein, puis là, tu te dis, mais c'est quoi qui est le mieux? Puis il n'y a personne qui l'a essayé. C'est ces détails-là, des fois, qui sont stressants, justement, de choisir la bonne place, puis tout ça. Ça, un coup, quelqu'un, il l'a déjà vécu, mais tu sais, OK, c'est bon, je vais me fier à lui. Puis c'est ce que je fais, moi, souvent, quand je regarde une course, je vais lire les commentaires. Puis je vais lire souvent des résumés de course aussi pour me donner une idée de quoi ça a l'air. Puis des fois, des sections du parcours, avoir une idée. Puis c'est sûr que c'est pas comme le vivre, mais ça donne des fois une idée. Oui, de savoir, il y a une montée à tel endroit ou, mettons, changez pas vos souliers à tel endroit parce que vous traversez une swamp tout de suite après. Fait que des fois, de le savoir, mais ça fait en sorte qu'on est mieux préparé. Puis t'apprends des erreurs des autres. Oui, c'est ça. Effectivement, oui. C'est idéal. Merci beaucoup de ta participation. On l'apprécie vraiment beaucoup. On a eu une super belle entrevue avec toi. Puis, on te souhaite bonne chance pour la semaine prochaine. Merci. Oui. Et la Western State, on espère avoir de tes nouvelles et de tes impressions après ça. On va pouvoir, tout à fait. Je laisserai savoir. Oui, certain. Donc, bonne journée les coureurs. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!